un témoignage, un retour d'expérience en cours, et c'est de l'expérience en permanence finalement, réussir à réduire ces émissions. C'est le cas en particulier de Forvia, le développement durable au cœur de processus de l'entreprise. Il va justement nous partager la stratégie de l'entreprise pour y parvenir. C'est Yann Bria-Savarin de Forvia qu'on peut encourager et accueillir sur scène, s'il vous plaît. Bienvenue. Le clicker est juste là. Je vous en prie. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous donner un témoignage d'industriel de l'industrie automobile sur le développement durable et la manière de le mettre au cœur de l'entreprise. Alors, peut-être pour démarrer quelques mots sur Forvia, parce que tout le monde ne connaît pas. C'est du B2B, on est un équipementier automobile. C'est l'acquisition de l'allemand Hella par le français Faurecia qui a donné naissance à Forvia l'année dernière. Et donc on est un des grands équipementiers automobiles mondiaux. On fait des sièges, on fait des planches de bord, on fait de l'électronique, des écrans, de l'éclairage. Et on fait ça un peu partout dans le monde. Donc vous avez très probablement des éléments de Forvia dans votre véhicule. Alors un autre chiffre, un millième. Un millième, c'est la part de nos émissions du groupe Forvia dans les émissions totales de CO2 du monde. Donc c'est beaucoup. Moi, ce chiffre m'a marqué, c'est pour ça que je le partage avec vous. On ne peut pas se sentir indifférent. Donc je vais vous parler principalement de CO2 aujourd'hui. On aurait pu parler des autres éléments ESG, mais c'est vrai que c'est le CO2 qui fait l'objet d'une attention particulière actuellement. Alors, je vais passer vite sur le pourquoi. Je pense que vous êtes tous ici dans cette salle convaincus. Je vais plutôt parler du comment. C'est la question qu'il faut qu'on se pose maintenant. C'est celle que Bill Gates a attaquée dans son dernier livre. Le comment, il y a deux volets. Il y a comment on réduit les émissions pour éviter que le changement climatique soit trop important. Puis aussi comment on s'adapte, parce que c'est déjà parti de toute façon. Donc il y aura des impacts sur nos sites. Aujourd'hui, on commence à voir les premières implications. Donc il y a les deux horizons de temps à traiter en parallèle, le moyen terme et le long terme. Le comment pour un équipementier automobile, c'est trois choses. C'est d'abord utiliser moins de matière, moins d'énergie, peut-être plus de software et puis moins de hardware. Ensuite, c'est utiliser ce qu'on appelle use better, donc utiliser une énergie plus verte, utiliser des matériaux à moindre contenu CO2, voire des matériaux qui séquestrent du CO2. On a la chance dans des planches de bord ou des panneaux de porte de pouvoir séquestrer de la biomasse, donc séquestrer du CO2. Et use longer, ça veut dire penser à toute la fin de vie du véhicule, comment on réutilise les matériaux, comment peut-être on allonge la durée de vie des véhicules. C'est quand même frappant quand on compare par exemple au logement. Quand vous achetez une maison, vous ne commencez pas par la raser pour en faire une nouvelle. Vous allez la rénover, la remettre en état. Et une voiture, c'est 1 à 2 tonnes de matière, et on s'est habitué à ce qu'au bout d'une quinzaine d'années, eh bien, elle n'ait plus aucune valeur. Et ça, c'est ce genre de changements-là, qui sont des changements de business model qu'il va falloir qu'on imagine, parce qu'on n'arrivera pas à la neutralité si jamais, au bout de 15 ans, on jette la voiture. Donc on travaille aussi sur ça, comment faire des produits modulaires, comment on peut remettre à niveau un véhicule par du software, par aussi des changements peut-être de certains modules de l'habitacle, pour donner une durée de vie plus longue au véhicule. Alors c'est aussi un changement de paradigme pour notre industrie. Je ne sais pas ce que vous inspire cette image. Bon, ça dépend à qui on demande. Si vous demandez à mon fils, je pense que ça lui plairait. Mais je pense qu'ici, on peut tomber d'accord sur le fait que plus, c'est pas toujours mieux. Et l'industrie automobile, c'est une industrie d'ingénieurs. Donc on aimait bien mettre plus d'écrans, plus de techno, plus de gadgets parfois. Et on sent chez nos clients constructeurs un vrai changement d'approche où on essaie d'être peut-être plus intelligent dans l'approche. Ce n'est pas forcément moins de fonctionnalité ou moins de confort ou moins de personnalisation, mais c'est une approche peut-être plus intelligente et on ne va pas barder la véhicule de gadgets, de boutons. J'ai un exemple à vous citer qui est celui de Tesla. Quand on regarde les câbles dans une voiture traditionnelle, c'est une dizaine de kilos, voire parfois plusieurs dizaines de kilos. Il faut parfois des engins de levage pour manipuler les faisceaux de câbles. Quand vous prenez une Tesla, vous pouvez le faire avec un doigt. Et pourtant, il n'y a pas moins de fonctions dans une Tesla, il y en a plutôt plus. Donc ça, c'est une vraie réflexion chez nos clients et chez nous. Comment repenser nos architectures, des vrais changements de paradigme, oui, pour délivrer les mêmes fonctions, mais de manière plus efficace. Alors le comment, il a commencé en tout cas chez nous par se fixer un objectif.
et une feuille de route. Parce qu'un objectif sans la feuille de route, je pense que ça reste un souhait. Donc vous voyez que nous, l'objectif, c'est d'être net zéro en 2045, avec une réduction de 90% de nos émissions et puis de la séquestration à hauteur de 10%. Alors on a des étapes intermédiaires, évidemment. On n'a pas toutes les réponses aujourd'hui sur le comment, mais sur l'horizon de temps de 5 à 10 ans, on a des idées assez précises, et puis plus on avance, plus évidemment, il y a des hypothèses. Ce que je souligne ici, c'est que pour un acteur industriel comme nous, la dimension scientifique est importante. Donc cette feuille de route, on l'a fait valider par SBTi, que vous connaissez probablement, qui est un organisme qui évalue rigoureusement les plans d'action des entreprises. Et c'était important pour nous pour être sûr que même si on a encore des interrogations, on se mette la barre au bon niveau et ce ne soit pas du greenwashing. Alors le comment, c'est aussi des évolutions d'organisation et de process de fonctionnement et de gouvernance. Et je voulais vous donner vraiment quelques exemples concrets de la manière dont on l'a fait chez nous. C'est peut-être pas applicable partout, mais en tout cas, jusqu'ici, ça a plutôt donné de bons résultats. La première chose, c'est de rattacher la sustainability, donc le développement durable, à la stratégie dont je m'occupe. Et ça, c'est un signal fort qu'on envoie à l'organisation, de dire que ce n'est pas quelque chose d'accessoire, pas quelque chose à côté, c'est quelque chose qui vient nourrir notre stratégie. Et notre différenciation, elle passera par l'axe sustainability. On peut se différencier, on peut gagner des parts de marché, c'est une vraie stratégie, si on est pionnier sur ce sujet. Deuxième commentaire, vous voyez qu'il y a une petite équipe avec 4 boîtes qui s'occupent de la partie développement durable. Ces 4 boîtes, c'est 4 personnes, c'est pas 4 équipes, c'est 4 personnes. Donc on a gardé une équipe très, très réduite en centrale, et ça c'était vraiment une volonté dans la construction de notre organisation. Au lieu de construire une équipe très large en centrale qui dit exactement ce qu'il faut faire, on a fait une petite équipe avec des gens expérimentés et assez experts, assez techniques d'ailleurs. Parce que l'ESG, le développement durable, c'est chacun dans sa fonction et dans son métier qui doit le mettre en œuvre. Toutes les fonctions, vous avez les fonctions à droite et puis les métiers à gauche. Et en fait, vous pouvez mettre l'équipe que vous voulez en centrale, l'entreprise ne se transforme pas si ce n'est pas une modification de la manière de travailler de chacun au quotidien dans son fonctionnement. Pour réduire les émissions de carbone, les achats doivent travailler différemment. Les programmes doivent travailler différemment. Les ventes doivent interagir avec le client. L'engineering a un rôle énorme à jouer parce qu'il faut repenser nos produits. Donc chacun dans sa fonction doit travailler différemment. Troisième point, la gouvernance. Alors ça commence par le haut. On a au niveau de notre conseil d'administration dédié un des comités au sujet développement durable. On a évidemment un CEO qui est très impliqué sur le sujet. Le COMEX qui se réunit régulièrement, on a une gouvernance régulière pour suivre les plans d'action. Et on a créé au sein du COMEX un sous-comité qui se réunit trimestriellement pour suivre les actions, les indicateurs, et surtout lever tous les éventuels points de blocage. Quatrième chose, le volet RH. On a mis dans la rémunération de nos 4800 managers un indicateur de performance lié au CO2. Alors, il dépend évidemment du niveau dans lequel vous êtes. Quand on est au niveau de l'usine, on va être sur la consommation d'énergie. Quand on va être plus haut, on va être vraiment sur des émissions de CO2. Et donc, chacun a un indicateur de performance et donc un bonus qui est associé à ce sujet. Et cinquièmement, l'évolution de nos processus. J'ai mentionné la recherche et développement. Dans le choix des projets d'innovation que nous pilotons, on intègre maintenant la dimension ESG. Si on a des innovations qui n'apportent rien sur la dimension environnementale, on va les déprioriser par rapport à celles qui peuvent nous faire progresser. Alors, je vous donne un autre exemple très très concret d'intégration de l'approche CO2 dans nos fonctionnements. Quand on fait un costing, c'est assez classique, hein. On quantifie sur chacun des différents postes la matière, la logistique, les heures de production. On quantifie le montant, on multiplie ça par un coût unitaire et ça nous donne un coût pour le produit. C'est comme ça qu'on répond aux appels d'offres. Et donc maintenant, ce qu'on a fait, c'est que dans le même outil, avec les mêmes données d'entrée, donc on utilise les mêmes montants, on alloue à chacun un montant de CO2, un coût en CO2. Ce qui nous permet d'avoir, pour un chef de programme, pour un chef de projet, quand il fait son costing, pour répondre à un appel d'offres, il va automatiquement savoir quel est le coût CO2 de son produit. Alors, c'est une version un petit peu simplifiée parce que c'est plus subtil, mais l'outil est assez puissant parce que un projet A est peut-être meilleur en termes purement financiers qu'un projet B, mais si vous commencez à associer un coût au CO2,
alors c'est peut-être le projet B qu'il faut pousser. Et ça vaut aussi pour les investissements dans des équipements, des machines. On fait exactement le même raisonnement. On n'a pas créé un outil à côté, on a mis dans le processus habituel des gens le CO2 qui s'intègre naturellement. Alors, bon, rapidement, quelques résultats. On est sur le scope 1 et 2, c'est la première colonne. On avance bien, c'est probablement le plus simple. On va avoir, fin d'année prochaine, 1 300 000 m² de panneaux solaires sur nos 150 sites. On a signé des contrats pour 650 gigawattheures par an d'électricité éolienne. On crée des champs d'éoliennes pour alimenter nos usines. C'est 60% de notre consommation en Europe. On a des économies d'énergie à 2 chiffres en Europe aussi. Sur la partie Scope 3, on travaille beaucoup sur les matériaux. On a créé une filiale, on travaille avec Veolia. On est partenaire de Gravity. Et puis, ça a évidemment une incidence directe sur nos classements. Donc tout ça pour dire que ça peut aller assez vite, parce qu'on a commencé tout ça il y a 2 ans et demi. Donc ça peut aller vite. Et donc je finis par une citation, parce que ce type d'intervention, il faut toujours la citation. Il faut viser la Lune, même si on rate, on atterrit dans les étoiles. J'en avais une autre qui était celle d'Audiard, qui dit qu'un intellectuel assis va toujours moins loin qu'un con qui marche. Donc il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut mettre une barre qui est peut-être trop ambitieuse, on verra bien. Mais en tout cas, nous on est surpris par la vitesse à laquelle on peut aller quand vraiment toute l'organisation se met en route. Merci. Merci beaucoup.